va à présent regarder dans cette vidéo quelques éléments de plus qui sont liés à la sélection et au déplacement des composants. On va regarder la sélection adoucie. Donc la sélection adoucie, on va trouver chaque fois un onglet ici qui se retrouve également un peu résumé ici. Alors on a un raccourci, donc on va retrouver ça aussi bien pour la mise à l'échelle, la rotation, la sélection. C'est vraiment des paramètres qui sont communs. Je les remets par défaut ici. Alors donc quand je suis en mode de sélection, on fait ça typiquement en mode vertex, on peut activer la sélection adoucie avec le raccourci B. La touche B va nous activer, désactiver la sélection adoucie et on voit directement, je vais mettre plutôt en déplacement, on voit directement autour de notre sélection, donc elle pourrait être multiple cette sélection, on voit directement apparaître une sorte de zone d'influence. Donc dès que je vais faire un déplacement, on voit que le déplacement va suivre une sorte de déformation qui suit la forme d'une courbe qui est ici. Je reviens un peu en arrière. Alors, on a la possibilité d'augmenter le rayon de cette influence. Et donc, autour de chacun des points, il y avait deux vertex sélectionnés. Notre zone d'influence va se définir chaque fois autour des différents points. Donc, si je fais, je pourrais faire également avec la touche Tab, je peux venir, par exemple, tracer une sorte de chemin comme ça. Et utiliser ma sélection adoucie pour venir influencer un déplacement. Alors la sélection adoucie, elle est vraiment très intéressante. On a ici le choix entre toutes sortes de courbes. Donc je pourrais prendre une sélection qui va simplement prendre plus de points autour d'elle, avoir des sélections qui sont un peu en forme de plateau comme ça. Je pourrais avoir des sélections adoucies qui vont en fait ne pas déplacer même les points que j'ai sélectionnés, mais sélectionner autour de ces points ou entre ces points. Je pourrais vouloir aussi moi-même définir la forme de la courbe. Et donc je peux simplement choisir grâce à ces points et en rajouter si je veux. Je peux choisir une sorte de forme personnalisée ici. Donc ce type d'interface ici, on va la retrouver régulièrement dans Maya. Donc on a une série de points, je vais d'abord les supprimer. Je peux choisir plusieurs choix ici. Donc je pourrais choisir non ici. Et ça va me permettre de faire des plateaux. Si je choisis linéaire, je vais pouvoir faire une sélection adoucie qui cette fois sera vraiment sera linéaire, sera toute droite. Je prends juste un vertex pour montrer que ceci donnerait l'équivalent d'un cône. Alors je peux me mettre, donc il faut chaque fois le définir pour chacun des points. Donc on peut avoir un point en smooth, mais l'autre il faudra venir redéfinir qu'il est en smooth aussi. Donc smooth, on a une sorte de transition douce comme ça, et on a enfin spline. Je vais marquer des points en spline qui ressemblent à peu de choses près à smooth, mais qui est peut-être un petit peu plus doux. C'est un assez bon choix. Et on obtient ici comme ça vraiment toutes sortes de profils autour de notre sélection. Alors ça c'est une des premières choses qu'on va régler, donc le rayon et puis la forme de la zone d'influence, et on peut ne fût-ce que rester dans le radius, enfin le dessin ici,
qui est définie par défaut. Alors on a également une visualisation. Alors c'est une très très mauvaise idée a priori de ne pas l'utiliser, de le changer. Donc si je décoche ça ici, ben, je me retrouve avec quelque chose qui est relativement imprévisible. Donc on aime bien avoir ce repère visuel que la sélection adoucie est activée, parce que le raccourci B il est proche de la barre d'espace et il arrive régulièrement que quand j'utilise la barre d'espace par erreur, voilà, je viens de le faire, j'active la sélection adoucie. Donc on se souvient que le raccourci B correspond à l'activation de ceci. Donc si vous voyez que vous avez un déplacement qui est influencé comme ça, allez voir toujours pour revenir par ici, faire un reset, réactiver le viewport color pour vraiment savoir que la sélection est activée. Alors on a, en plus du raccourci B qui simplement active-désactive, le raccourci B permet aussi, avec le bouton de gauche, donc quand on maintient B enfoncé, avec le bouton de gauche on peut changer notre radius. On peut le faire aussi avec le bouton du milieu, mais vous voyez que ça va recommencer chaque fois à une valeur de radius 0. Donc, avec le bouton de gauche, on reste autour de la valeur qu'on avait définie. Avec le bouton de gauche, du milieu, pardon, on repart chaque fois de 0. Alors, il y a encore un petit paramètre ici. Pour le moment, quand j'utilise ma sélection adoucie, elle prend tout ce qui est dans un volume sphérique autour d'elle, donc elle influence tous les vertex de mon objet qui seraient dans une énorme sphère ici. Si je viens me mettre maintenant en surface, on voit que ma sélection adoucie, elle vient s'envelopper sur la surface. Donc c'est cette fois une sorte de disque qui vient s'enrouler sur la surface et qui va de fait aussi déplacer, mais qui cette fois n'influencera plus forcément de la même manière. Donc si je prends bien au centre, ben, je n'influencerai plus le dessous ici. Alors ça c'est surface, donc ça permettrait par exemple quand on utilise la sélection adoucie avec autour de la bouche d'un personnage, c'est vraiment un bon exemple. Ça permet de venir manipuler la lèvre du bas sans bouger la lèvre du haut. Donc on utilise souvent ce mode surface. Alors on a aussi le mode global. Le mode global lui est intéressant parce qu'il va, comme on le voit, déformer les deux petits cubes qui sont posés sur mon plan. Donc ça permet de déformer d'autres objets qui entreraient dans cette zone volume autour de mon objet. Et j'ai enfin le mode objet, et cette fois on utilise plutôt ça en mode objet vraiment, et ça se ferait mieux avec plusieurs petits cubes. Donc, je vais faire, je répète une série de petits cubes. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment l'idée d'avoir une zone d'influence qui va permettre d'emporter plusieurs objets avec cette zone d'influence. Donc là on n'est plus du tout sur la déformation en mode composant, on est sur une déformation en mode objet. Donc c'est souvent plus prévisible d'être en surface, mettez-vous en surface la plupart du temps, et au besoin on ira chercher les autres modes. C'est souvent ce mode-ci qui nous semble le plus intuitif et qui empêche qu'on aille modifier des choses qui seraient visibles par l'arrière, et donc vous pouvez vraiment aussi vous dire que c'est intéressant de commencer par faire une vraie sélection et voir ce que cette sélection adoucie va générer.
Alors, un autre exemple. Je vais supprimer juste les faces du bas. Faire une sélection de vertex. Donc, je pourrais aussi faire des sélections d'edge et de face. Je vais reprendre mes contraintes de sélection qui me permettaient de venir chercher un nombre aléatoire. Je vais en prendre aléatoirement quelques-uns avec un rayon qui n'est pas trop grand. Plus que ça quand même. Je définis mon rayon. Voilà. Ce que je veux. Donc ici, ben, je viendrai par exemple aléatoirement bruiter ma surface, mais de manière un peu plus douce que tout à l'heure. Voilà, juste pour vous donner un peu des idées, vous dire que tout c'est aussi dire que toutes ces idées que je présente se combinent petit à petit. Alors je vais montrer l'une ou l'autre utilisation simple, mettons avec une sphère. On pourrait utiliser la sélection d'outils. Je vais fermer ceci. On pourrait utiliser la sélection d'outils pour déformer cette sphère très rapidement et lui donner une forme plus d'œuf. Voilà, essayer d'imaginer toutes sortes d'applications de cette idée. Je vous invite quand même à essayer d'éviter de penser ici, ben, ça se met très très bien parce que autour de mon sommet du dessus, la sélection d'outils devient très régulière. Je pourrais tester ce que ça donne avec une version linéaire ici. Vertex, voilà. Donc ça c'est pour un peu donner quelques idées. Donc là il y a l'idée quand même que mon objet est assez circulaire et donc répond bien à la sélection d'outils. Une sélection d'outils sera probablement nettement moins intéressante dans ce sens-là. Il va commencer à... Bon, ici ça va encore, mais il faut essayer d'éviter de commencer à faire des déformations un peu dans tous les sens sur une sphère pour qui ne ressemblerait vite plus à rien. Essayer, voilà, on est vite dans n'importe quoi avec ce genre de manipulation. Donc, il faut essayer d'utiliser la sélection d'outils de manière pensée et tranquille. Alors, je désactive ma sélection d'outils pour venir voir la zone suivante, la zone de la symétrie. Alors la symétrie non seulement affecte les outils ici de sélection, rotation, mise à l'échelle et déplacement, mais sera vraiment aussi utilisée en modélisation. Donc elle est vraiment très puissante dans Maya. Elle est assez stable, il arrive parfois qu'elle ne fonctionne plus, mais on aura des outils pour faire des miroirs qui permettront de récupérer la symétrie si jamais on avait des soucis. Mais il arrive, voilà, parfois il arrive avec du travail en symétrie
qu'à un moment donné, on est un petit souci. Alors la symétrie, ben, quand je suis en symétrie, on va avoir une symétrie qui va être définie par rapport à un certain axe. Donc ici, je suis par rapport à l'axe X. J'ai une symétrie ici, gauche-droite, selon l'axe X. Donc je pourrais avoir des symétries. Ici, j'ai une symétrie verticale cette fois. Une symétrie avant-arrière. Alors, je vais aller... J'ai plusieurs choix possibles. J'ai aussi World X ici qui fonctionne très bien. On va regarder World Y, tout ça fonctionne. Ah, le World Y ne fonctionne pas. Pourquoi le World Y ne fonctionne pas? Ben parce qu'il n'y a pas de symétrie par rapport au centre de ma grille ici. Donc il n'y a pas l'équivalent du cube en dessous de la grille. Alors, le World Z, lui, va fonctionner très bien. Je reviens ici. Imaginons qu'on a mis notre pivot à la base. On va aller voir ce qui se passe. Donc, si je fais un bec pivot ici. Donc, si je répète l'idée de vouloir faire de la symétrie par rapport au World, mon cube était bien centré, donc tout se passait bien. Mais si je veux faire par exemple Object Y, maintenant je n'aurai plus Object Y, si vous voulez. Voilà, le Object Y, lui, ne répond plus. Il ne répond plus parce que la symétrie est cette fois définie par rapport au pivot ici de mon objet. Donc Object Y, je n'ai plus de symétrie, mais je vais toujours en avoir en Object X. Voilà, ici, et on voit que je mettrai en axe objet ici, CTRL SHIFT clic droit pour changer les axes, vous passez par ici, et je vois donc que mon objet, même s'il est en rotation dans la scène, je vais pouvoir utiliser une symétrie objet pour travailler dessus. Donc dans certains cas, on peut utiliser plus facilement une symétrie objet, ou parfois c'est la symétrie world qui est intéressante parce que le pivot est peut-être pas placé à un endroit qui nous convient. Alors il faut être attentif quand on travaille en symétrie, si on veut effectivement un objet qui soit symétrique, à rester constamment en symétrie. Mais il pourrait arriver qu'on ait un objet qui soit partiellement symétrique. Alors on va aller regarder ce qui se passe. Donc ici j'ai un objet qui est partiellement symétrique selon X. Alors si je suis en symétrie X ici, il y a des endroits où il n'y a pas de problème, je vais pouvoir continuer à travailler en symétrie. Je vais pouvoir utiliser tous mes outils qu'on a vus ensemble, la touche V, etc. pour magnétiser. On va pouvoir utiliser la sélection d'outils, on va pouvoir utiliser tous nos systèmes de sélection, etc. Et tout va fonctionner en symétrie, mais on voit que ici, le highlight, donc la pré-coloration avant la sélection, va montrer qu'il y a un souci sur certaines faces, celle du milieu ici, ou les faces qui ne sont pas symétriques. Alors, si je changeais de symétrie ici, je pourrais retrouver un autre plan de symétrie, donc on a parfois plusieurs sur un objet, et ici c'est bien le cas. J'ai bien un plan de symétrie ici maintenant, qui me permettrait de travailler sur ces faces-là ensemble. Alors on peut noter aussi que la mise à l'échelle, quand on n'est pas en symétrie, permet parfois aussi de donner un comportement équivalent à un déplacement symétrique. Ça peut être intéressant aussi de l'utiliser. Donc vraiment, après, tous nos outils, je suis plus en symétrie là. Tous nos outils de modélisation vont se comporter. Donc, si je fais ici une extrusion, je pourrais faire mes extrusions avec la symétrie sans problème. Donc c'est vraiment un outil intéressant, puissant, qu'on aime bien utiliser en modélisation parce qu'il permet de faire deux fois moins de travail. Alors, il existe un dernier mode de symétrie, c'est le mode topologique, qui permet de travailler ici alors que j'ai un objet qui est plus du tout symétrique. Cette ligne-ci fait quand même, enfin cette boucle d'edge-ci trace quand même une séparation entre une topologie identique, donc une disposition des faces identiques à gauche et à droite. Peut-être pas dans leur positionnement, mais dans
manière d'être reliés dans leur nombre. Donc il suffit que je choisisse un des edges de cette boucle ici, et je vais pouvoir travailler en symétrie topologique, et on voit que je peux venir sélectionner de nouveau des faces à gauche, à droite, et elles vont être modifiées de manière similaire malgré leur décalage. Donc, ça donne un comportement qui permet par exemple de travailler sur un personnage dont on aurait un peu courbé un nez ou mis un œil un peu plus bas que l'autre, etc. Ça permet de continuer à travailler malgré ça. Donc je vais venir maintenant regarder une des dernières choses que je n'ai pas expliqué ici, c'est le glissement ou les contraintes de transformation. Donc on peut glisser soit sur un edge, donc ici, si je vois que le slide est activé parce que le petit mot slide est visible. Donc ici, je vois que les seuls mouvements que je peux faire sont des mouvements qui se font sur les edges. Donc si je suis sur un coin, ça va peut-être être encore plus marquant. Donc, je peux me déplacer soit le long de l'arête du cube ou écraser le cube, mais en restant uniquement bien précisément sur mes edges. L'autre mode est le surface slide, et cette fois je suis libre de me déplacer sur toute la face de mon objet, mais je ne vais pas casser la forme de mon objet, sauf si je suis vraiment sur un coin. Là évidemment je casse dans un sens ou dans l'autre, mais je reste parfaitement sur la surface de mon objet. Donc ça se met très bien ce genre de choses quand on est par exemple sur des formes plus organiques, et on peut travailler même avec ici aussi encore une fois la sélection adoucie, et ça nous permet de venir repositionner un détail ou l'autre plus loin sur la surface de notre objet. On pourrait de cette manière-là faire imaginez commencer à faire des torsions de notre objet, etc. Donc voilà, ça, un petit truc qui peut être vraiment très utile. Donc l'idée de faire glisser sur la surface, il y aura toujours une très légère déformation petit à petit, mais sur des objets comme ça, mais c'est quand même vraiment intéressant. On pourrait également tester en mise à l'échelle, et on voit qu'on peut comme ça écarter ou rapprocher une topologie sur une sphère. Voilà, c'est vraiment des idées qui peuvent être intéressantes à exploiter. Alors, je vais compléter par quelques dernières petites choses. Ici, je vais vous parler de système normal. Donc, quand je suis en composant le système normal, je vais le montrer d'abord. Je prends le système normal, va nous montrer en fait les points de tangence, va se mettre toujours de manière tangente à notre objet. Donc on voit que U et V, c'est quelque chose qui va être lié en fait aux UV ici. Voilà. Donc là, la manière dont c'est déplié dans l'éditeur UV. Donc là normalement je devrais, c'est pas très prévisible UV, mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est vraiment le N ici. Et donc si je fais une sélection de sommet, me déplacer selon l'axe N va me déplacer perpendiculairement à ma surface. Donc ça c'est une chose qui peut être vraiment intéressante. Ça peut être intéressant aussi en sélection adoucie. L'axe N est en jaune, donc je peux l'utiliser de loin. Donc ça me permet de gonfler comme ça ma surface, et c'est vraiment une chose qui peut être intéressante. Alors en fait on a cette possibilité là également sans être dans ce système là. C'est suffisamment utile et pratique pour que, en fait, quand on est dans n'importe quel système, on puisse, avec le contrôle bouton du milieu, je vais désactiver ma contrainte ici, contrôle bouton du milieu va nous faire justement ce mouvement
perpendiculaires. Donc si j'ai plusieurs sommets sélectionnés, ça va me permettre de faire sortir ces sommets. Et donc contrôle bouton du milieu. Je me promène perpendiculairement à la normale de mes points, de mes faces. Je vais regarder ce que ça donne. Ici. Donc on voit qu'on part perpendiculairement ici à la diagonale du cube, on part perpendiculairement au cube, aux faces du cube, et on partirait perpendiculairement à la diagonale d'une face ici. Voilà, donc un mouvement qui peut être vraiment utile, qu'on pourra utiliser évidemment avec des sélections adoucies, avec des faces, avec des edges, et ça peut devenir vraiment très intéressant. Alors je vais encore aller regarder une option ici dont je n'ai pas parlé dans les options du déplacement, une option qui n'est pas très compliquée. Donc c'est l'idée que quand je vais utiliser le snap, donc le raccourci V ici, pour aller magnétiser sur différents points de la scène, je vais pouvoir garder la forme de la sélection. Si cette case est décochée, quand j'utilise en tout cas la poignée centrale, tous mes points se magnétisent sur la sphère. Donc, souvent, la plupart du temps, on veut plutôt garder notre espacement. Alors, imaginons par exemple que je voudrais magnétiser ça pour le faire concorder avec le bas de ma sphère. Donc, c'est une sphère et un cylindre qui avait à la base le même rayon. On peut vraiment aussi se dire qu'on va repositionner, quand on est en déplacement de composants, on peut repositionner le pivot. Ça n'a rien à voir avec le pivot de notre objet. C'est vraiment un pivot qui va être propre à la manipulation qu'on est en train de faire. Et donc ça peut vraiment nous aider à fonctionner très rapidement. Donc ici, je vois qu'en faisant ce genre de manipulation, j'arriverai beaucoup plus facilement que je ne sais pas comment je ferais autrement en fait. Donc je suis vraiment presque obligé de faire ça. Je repositionne mon pivot ici et je peux trouver très facilement comme ça les correspondances, enfin voilà, le mouvement que je voulais faire. Donc on peut, je pourrais aussi décider de mettre le pivot à un endroit complètement différent. Je pourrais le mettre par exemple ici, simplement pour refaire, si je voulais faire remonter cette sélection ici en dessous, si je veux la faire remonter d'un certain nombre d'étages qui correspond exactement à la hauteur de ma demi-sphère, là, je peux vraiment utiliser mon pivot, le positionner où je veux, le positionner par rapport à un objet extérieur si je veux, et utiliser les magnétismes, etc. Donc voilà, ça c'est pour dire que petit à petit, avec l'expérience, en fait, on se rend compte que toutes les notions qui viennent d'être vues dans la sélection, avec les manipulateurs de déplacement, les combinaisons de sélection, les sélections d'outils, la symétrie, etc. Tout ça va se combiner et en fait Maya est vraiment prévu pour pouvoir modéliser très rapidement avec quelques raccourcis, mais pouvoir exploiter vraiment toutes ces petites fonctionnalités ensemble. Maintenant, évidemment, il faut peut-être au début savoir les maîtriser pour ne pas se retrouver trop encombré. Donc peut-être dans un premier temps les boutons reset ici pour remettre dans des situations, les trois boutons reset pour remettre dans des situations où l'outil est neutre, et vous essayez d'activer une option, une autre option petit à petit avant de vraiment les apprivoiser, de commencer à pouvoir les combiner. Et vous allez vous rendre compte avec l'expérience que ça permet vraiment de travailler très vite, d'avoir tout ça en main. Voilà, je termine donc ma présentation assez générale des composants, des affichages, etc., de la sélection,
qui va me permettre tout doucement d'entrer dans l'explication des outils de modélisation, c'est-à-dire ce qui va se trouver dans le menu ici au-dessus.